L'état d'urgence rétabli en Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel a déclaré le texte du gouvernement conforme. À Poitiers, le professeur Mériel, inculpé d'homicide involontaire dans l'affaire de la malade morte sur la table d'opération. Le pape Jean-Paul II, demain en Amérique latine, au cœur de l'église de gauche. 12e salon de la bande dessinée à Angoulême, présidé par Jean-Claude Mézières, le père de Valérian. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, une information qui vient de nous parvenir. Le directeur adjoint des Affaires internationales du ministère de la Défense, René Audran, vient d'être tué devant son domicile, tué de plusieurs balles. Nous n'avons pas d'autres détails pour le moment. Cela s'est produit vers 21 h. Nous enquêtons en ce moment même pour avoir des détails sur cette affaire. L'état d'urgence, suspendu pendant 24 heures, vient d'être rétabli en Nouvelle-Calédonie. Le Conseil constitutionnel, saisi par le RPR, a en effet donné le feu vert au texte du gouvernement adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, qui a repoussé les amendements du Sénat. L'état d'urgence n'étant pas une fin en soi, reste maintenant à trouver les voies de la paix et du dialogue. Gérard Pinson. Il a suffi d'1 heure aux 9 sages du Conseil constitutionnel pour estimer que le rétablissement de l'état d'urgence voté après navette par les seuls députés socialistes était conforme à la Constitution. Il est actuellement près de 9 h du matin en Nouvelle-Calédonie, c'est samedi, et dès ce soir, par exemple, il redeviendra illégal de circuler sans autorisation après 21 h. Cela étant, le délégué du gouvernement se réserve la latitude de moduler les rigueurs de l'état d'urgence en fonction des circonstances. Dans l'archipel où les exactions, aujourd'hui dans l'île de Maré, et donc les enquêtes, s'accumulent, on a écouté attentivement les discours de Paris, et notamment les contre-propositions du sénateur Oukeiwe, ainsi que son appel au dialogue entre Calédoniens. Cet appel au dialogue, je le prononce ici, sans aucune exclusive, y compris en direction de mes compatriotes, qui se sont jusqu'à présent égarés dans l'aventure, y compris en direction du FLNKS. Cette main tendue à Paris par le numéro 1 des partisans de la France avait par son côté spectaculaire l'ambition de faire passer au second plan le projet Pisani. Cette main tendue, le leader de l'autre camp, Jean-Marie Tjibaou, l'a saisi cet après-midi, mais en répétant ce qu'il a toujours exigé, la souveraineté kanak. Alors nous, en ce qui nous concerne, c'est le droit à la dignité de notre peuple que nous revendiquons, et nous demeurons ouverts sur la discussion. Il n'y a pas. Mais dans tout cela, que devient M. Pisani? Eh bien, le Premier ministre l'a clairement rappelé ce soir, s'il doit y avoir dialogue entre Calédoniens, c'est autour du délégué du gouvernement qu'il doit s'établir. Edgar Pisani, encouragé par François Mitterrand à modifier son texte, s'est attelé à la tâche. D'ici le 2 février, il reste peu de temps pour dialoguer réellement avec lui. La naissance d'une nouvelle souveraineté. L'ancien Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, n'y va pas par 4 chemins. Il demande que Bernard Stasi, auteur de L'immigration, une chance pour la France, soit mis en congé de l'UDF. Il résume sa pensée en l'appelant Stasi Baou, allusion à Jean-Marie Tjibaou, lui reprochant au passage son indulgence pour les Kanaks de Nouvelle-Calédonie. Bernard Stasi lui répond ceci. Oui, enfin, Christian Bonnet dit n'importe quoi. Visiblement, il n'a pas lu mon livre. Ce qui d'ailleurs est surprenant, je dirais même inquiétant, de la part d'un ancien ministre de l'Intérieur qui parle d'un problème sans connaître les pièces du dossier. Alors, cela dit, moi je ne vais pas polémiquer, je me contente de hausser les épaules. L'approbation de Raymond Barre, par exemple, qui m'a félicité pour mon livre, compte beaucoup plus pour moi que les humeurs de M. Bonnet. Nouveau rebondissement dans la ténébreuse affaire de l'hôpital de Poitiers. Le professeur Mériel est inculpé d'homicide involontaire après la mort d'une malade sur la table d'opération. Vous vous en souvenez, le professeur Mériel, anesthésiste, avait immédiatement accusé 2 médecins, absents ce jour-là, d'avoir monté contre lui une machination diabolique. Inculpé d'homicide involontaire, le professeur Mériel dispose désormais d'un avocat, mais surtout va prendre connaissance du dossier. La décision du juge au Var cet après-midi ne modifie en rien l'inculpation pour assassinat des docteurs Diallo et Archambault. En revanche, dès la semaine prochaine, le professeur Mériel va subir un interrogatoire précis portant sur sa conduite lors de l'anesthésie de Nicole Berneron le 30 octobre dernier. Selon le rapport des 2 experts, après la reconstitution de l'opération, le professeur Mériel a fait preuve de négligence. Il aurait dû procéder
à une vérification détaillée de l'appareil et de ses branchements avant l'anesthésie. Deuxième point, selon les experts toujours, une faute professionnelle a été commise. Nicole Berneron, dès les premiers signes anormaux, aurait dû être débranchée. Le professeur Myriel a déclaré aujourd'hui avoir sollicité lui-même cette inculpation auprès du juge chargé de l'affaire. Gain de temps pour la préparation de sa défense quand on sait que dans les prochains jours, 2 plaintes en diffamation doivent être déposées contre lui, conjointement par les avocats des docteurs Diallo et Archambault. 120 000 ordinateurs de plus dans les écoles avant la prochaine rentrée. Il y en a actuellement 40 000. C'est le plan lancé cet après-midi par le Premier ministre Laurent Fabius. Un plan de 2 milliards de francs pour initier petits et grands au mystère de l'ordinateur. Reste à savoir si l'intendance suivra. Daniel Durandet. Créer 11 000 ateliers informatiques comme celui-ci équipés de 6 micro-ordinateurs de type familial, reliés en réseau à un élément central semi-professionnel. C'est la logistique du plan Fabius de la micro, pour qui l'informatique est un élément essentiel à la modernisation du pays. La solution en matériel retenue par le gouvernement est 100% française. Les outils de base choisis sont les Danini de Thomson, le MO5, véritable R5 de la micro, et le TO770, outil encore plus performant, relié au Micral 30 de Bull, véritable cerveau de ces ateliers informatiques. Parallèlement à cette implantation, un plan de formation systématique des enseignants va être engagé. Il devrait être 150 000 initiés au langage informatique d'ici la fin de l'année. On ne peut former les 11 millions d'enfants et puis le public que s'il y a des formateurs. Bon, on a déjà fait un gros effort, mais il faut passer la vitesse accélérée. Ça veut dire donc qu'à partir de prochaine semaine, il va y avoir toute une série de sessions de formation ouvertes pour les enseignants. Est-ce que ça veut dire que les enseignants prendront sur leur temps de congé peut-être pour... Les enseignants, d'après les contacts que nous avons eus, sont prêts à faire un gros effort qui sera dédommagé, comme c'est normal, mais je pense qu'ils ont le souci d'être à l'avant-garde de la modernisation. Autre ligne force du plan Fabius, l'ouverture de ces ateliers d'informatique à tous, en dehors des heures scolaires. Reste le problème des logiciels, c'est-à-dire des bibliothèques informatiques. Là, un effort considérable devra être fait par les éditeurs, mais aussi par les auteurs. Aujourd'hui, 250 logiciels sont en cours d'adaptation. À la rentrée scolaire, 500 devraient être disponibles. Maintenant, au-delà de toute volonté politique, c'est à la matière grise des créateurs informatiques de jouer. En Grande-Bretagne, la grève des mineurs qui dure depuis près de 11 mois est peut-être en train de se terminer. Mardi prochain, syndicats de mineurs et direction des charbonnages vont se rencontrer pour essayer de renouer les négociations interrompues depuis 3 mois. Les syndicats abordent la discussion en position de faiblesse. Chaque jour, en effet, un peu plus nombreux, les grévistes abandonnent le combat et reprennent le chemin de la mine. Le conflit a été dur, mais le Premier ministre Margaret Thatcher s'est montré plus dur encore, résolument décidé à ne pas plier. Claude Guénaud. Pour les mineurs britanniques, depuis le 6 mars, c'est une grève pour la survie, la mine ou le chômage. En 10 ans, un quart des puits ont cessé leur activité. À l'annonce de la fermeture d'une vingtaine de nouveaux puits, qui va entraîner 20 000 suppressions d'emplois, les gueules noires passent à l'offensive. En juillet dernier, lorsque les dockers se mettent à leur tour en grève, Arthur Scargill, le leader de l'Union des mineurs, passe à côté d'un compromis avec un gouvernement affaibli. Aujourd'hui, la situation s'est inversée. Après 11 mois, le mouvement s'essouffle. De plus en plus contesté par sa base, Scargill se dit prêt à négocier sans condition. Seulement, Margaret Thatcher n'est pas disposée à se priver d'une victoire à portée de main sur les syndicats. La seule chose à négocier, déclare-t-elle, c'est la fermeture des puits non rentables. Une fois de plus, la fermeté de la Dame de Fer se montre payante. Chaque jour, les grévistes sont un peu plus nombreux à reprendre le chemin de la mine. Ils ont été 4000 cette semaine. La grève en est à son stade final et crucial, a reconnu Arthur Scargill. Le pape Jean-Paul II entame demain un voyage de 11 jours en Amérique latine. Première étape, le Venezuela. Voyage délicat, le pape a 2 problèmes dans cette région la plus catholique du monde, l'arrivée en force des sectes protestantes venues des États-Unis et les progrès des idées de gauche à l'intérieur même du clergé catholique. Bons connaisseurs de Marx, ces prêtres vont jusqu'à revoir le sens même de leur engagement religieux. C'est ce qu'on appelle la théologie de la libération. Frédéric Astou. C'est au Pérou, l'un des pays les plus pauvres d'Amérique latine, qu'est née ce qu'on appelle aujourd'hui la théologie de la libération.
À l'origine, cette doctrine se veut le prolongement des analyses du Concile Vatican II, lancé dans les années 60 par le pape Jean XXIII, mais adapté à la réalité latino-américaine, c'est-à-dire un continent marqué par l'extrême pauvreté d'une grande partie de ses habitants, les richesses étant bien souvent concentrées d'une manière autoritaire entre les mains d'une minorité. À la suite de la conférence des évêques latino-américains organisée en 1968 à Medellín, en Colombie, des prêtres, comme le péruvien Gustavo Gutiérrez, en viennent à utiliser des éléments de la doctrine marxiste pour s'engager aux côtés des pauvres dans leur combat pour la liberté et la justice sociale. Ils créeront ainsi des communautés ecclésiales de base, des lieux où la foi catholique est vécue dans les difficultés quotidiennes. Mais certains prêtres vont plus loin. Ce missionnaire irlandais, installé au Brésil, n'a pas hésité à aider des paysans sans terre de sa paroisse à occuper une bande de terrain inutilisée pour y cultiver des légumes. Le père Nilen précise qu'il s'est engagé dans cette opération avec l'appui de son évêque. Au Nicaragua, 4 prêtres font même partie du gouvernement. Parmi eux, le père trappiste Ernesto Cardenal, ministre de la Culture, que l'on voit ici essuyer les reproches du pape Jean-Paul II lors de son passage à Managua en mars 1983. Depuis, l'un des 3 autres prêtres a annoncé qu'il renonçait à son sacerdoce et un autre a été exclu de la Compagnie de Jésus. Inquiet des risques de déviation débouchant sur la justification de la violence, le Saint-Siège a décidé de réagir. Tout en réaffirmant son option préférentielle pour les pauvres, le Vatican a publié en septembre dernier un document sur les limites de la théologie de la libération que Jean-Paul II aura certainement besoin de commenter à l'occasion de son 6e voyage en Amérique latine. Henri Tinck, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de La Croix. Alors, la théologie de la libération dont Frédéric Astou vient de nous parler longuement, est-elle à votre avis une hérésie? Est-ce que c'est une trahison du dogme catholique ou pas? Est-ce que ça choque le dogme catholique? Ça choque, mais ça n'est pas une hérésie, soyons clairs d'entrée. Le Vatican n'a pas condamné, à proprement parler, la théologie de la libération. Le Vatican a mis en garde certains théologiens de la libération sur certains aspects de leur doctrine et de leurs écrits. Je n'en cite que 2 très rapidement. C'est le fait qu'ils réduisent d'une certaine manière le message du Christ, le rôle de l'Église à des luttes de libération politique. Et puis c'est l'utilisation finalement de concepts marxistes dans l'analyse des réalités locales des pays où ils se trouvent. Ce sont ces 2 aspects-là principalement qui ont suscité l'intérêt et puis la mise en garde du Vatican. Mais vous voulez dire, Henri Tinck, qu'on ne peut pas leur reprocher, si on est honnête, de s'identifier à des révolutionnaires marxistes, même s'ils puisent certains aspects de leur doctrine. Mais eux-mêmes refusent toute identification à des révolutionnaires marxistes et des révolutionnaires qui seraient violents. Ils condamnent la violence autant que vous et moi. Moi, ce que je voudrais dire à leur propos, puisque vous parlez d'identification, je voudrais dire que ce sont des gens qui ne sont pas du tout isolés dans leur pays, isolés dans leur recherche et dans leur propre lutte. Ce ne sont pas des bureaucrates, les théologiens de la libération, ce sont des gens qui travaillent sur le terrain, qui travaillent avec les communautés de base. Vous en avez montré quelques exemples dans votre reportage tout à l'heure. Ce sont des gens qui ont aussi l'appui d'un grand nombre d'évêques d'Amérique latine, d'une grande partie du clergé. Ce sont des gens qui militent finalement pour la plus grande libération possible des hommes et des forces en Amérique latine, des forces populaires. Mais ça n'est pas une contre-église. L'église des pauvres, ça ne veut pas dire une église populaire qui s'inscrirait contre Rome. Et peuvent-ils aller jusqu'à devenir ministres, comme au Nicaragua par exemple? Alors c'est tout le problème du Nicaragua. Moi j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques jours le père Colvenbach, le nouveau général des jésuites qui était de passage à Paris pour une visite privée. Et il nous a répété qu'il n'était pas question pour lui, pour la Compagnie de Jésus, d'exclure des gens qui travaillaient avec les pauvres. Donc ce n'est pas pour ça que le père Cardenal a été exclu de la Compagnie de Jésus, c'est parce que, tout simplement, je dirais, le nouveau droit canon, la Compagnie de Jésus, l'Église en général, interdit d'une certaine manière le cumul des fonctions gouvernementales et du ministère du prêtre. Cela dit, on a un peu l'impression que Jean-Paul II va avoir des problèmes avec les chrétiens pauvres d'Amérique latine, parce que on a le sentiment aussi qu'il est plus sévère vis-à-vis des régimes communistes à l'est du rideau de fer que vis-à-vis des régimes oligarchiques et militaires de ces pays qui sont même parfois beaucoup plus violents. Oui. Il aura des problèmes, c'est absolument certain. Je crois que c'est la porte étroite, là. Ce qui va se jouer dans quelques jours au Venezuela, au Pérou, c'est à la fois rappeler la doctrine, rappeler les limites à cette théologie de la libération dont on a parlé, mais également ne pas décourager le travail qui est fait auprès des pauvres par les communautés de base. Alors vous faites la comparaison avec la Pologne, avec les pays de l'Est.
On compare souvent l'attitude du pape en Pologne et l'attitude du pape en Amérique latine. Je dirais que Jean-Paul II est d'abord un homme de foi, d'affirmation de sa foi, et pour lui, la lutte principale, c'est la lutte contre l'athéisme, c'est la lutte contre la négation de Dieu, et peut-être, chez lui, lutter contre le marxisme est plus important pour le moment que lutter contre des structures économiques, sociales, injustes, des structures politiques qui sont de toute manière perfectibles. Autre chose, Henri Tinck, à propos du pape, le pape Jean-Paul II vient d'annoncer ce soir, donc avant de partir en Amérique latine, qu'il allait convoquer un synode extraordinaire des évêques 20 ans après le concile pour étudier justement le concile. Alors, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est une procédure normale, ça? Pour moi, c'est une nouvelle très importante. C'est une procédure, je dirais même, tout à fait anormal. Le seul synode extraordinaire des évêques que je connaisse depuis quelques années, ce fut le synode consacré à traiter les problèmes de l'Église hollandaise. Et puis les synodes qu'on a tous les 3 ans dans l'Église à Rome sont des synodes consacrés à des sujets partiels. Le dernier, c'était sur le sacrement de pénitence. Avant, il y avait la justice, la famille. Là, on aborde des problèmes généraux d'Église, 20 ans après le Concile, retrouver un nouveau souffle. Alors ce que je souhaiterais pour ma part, peut-être en terminant, c'est que ce ne soit pas uniquement l'affaire du pape et des évêques, ce synode, mais ce soit aussi l'affaire de tous les chrétiens, qu'en cette année 85, 20 ans après le Concile et 15 ans avant l'an 2000, les chrétiens tous ensemble puissent réfléchir à l'Église à venir qu'ils ont la charge de construire. Paris et donc la France ont un nouvel espace culturel que le président de la République a inauguré aujourd'hui. Derrière cette expression un peu barbare d'espace culturel, on trouve une ancienne halle aux bœufs à la porte de la Villette, halle reconvertie en vitrine du futur parc de la Villette. Il y a déjà le Zénith à cet emplacement où s'évanouissent fans et même chanteurs. En mars prochain, la halle abritera la nouvelle Biennale de Paris. L'ambition de ce nouveau lieu est d'y faire cohabiter toutes les formes d'expression artistique. Véronique Bonnet. 240 mètres de long et 20 000 mètres carrés modulables pour toutes sortes d'enchevêtrements culturels, c'est le projet de cette grande halle, premier édifice terminé des grands travaux de ce septennat. Construite il y a 120 ans par un émule de Baltard, avant-pont de la technologie nouvelle au XIXe siècle, sa réhabilitation et son aménagement actuel en feront le centre d'accueil et de diffusion des technologies de demain. Pêle-mêle conviviale et multiple de toutes les expressions artistiques, cette grande vitrine court cependant le risque de n'offrir que des produits à grappiller. La Grande Halle, c'est un attrape-tout. Il y aura de la musique, il y aura du théâtre, il y aura des expositions, de la danse, du cinéma, des fêtes populaires, des grands bals, des animations, du cirque, du sport. En fait, c'est un lieu ouvert à tout et à tous. Vous n'avez pas peur que cette polyvalence amène à une sorte de bouillie qui fasse perdre un peu aux différents arts une partie de leur force et de leur identité? La Grande Halle, elle a un rôle spécifique dans le complexe de la Villette qui est de 55 hectares. Et on est en quelque sorte la vitrine. Donc qui dit vitrine dit effectivement accumulation et télescopage. On pourrait dire aussi qu'on est la front page, enfin la une d'un canard, c'est-à-dire avec tout ce qui se passe à l'intérieur qui est écrit dedans. Donc nous sommes en quelque sorte un résumé de l'ensemble, et un résumé si possible séduisant, attractif, attirant. Alors certains diront peut-être racoleur, mais après tout pourquoi pas. Mars 85, nouvelle biennale de Paris. Début 86, musée des sciences et des techniques, auxquels s'ajouteront d'ici 89 la Cité de la musique et un parc de loisirs de 55 hectares, 60 petits jardins ponctués de bâtiments à vocation multiple pour ce carrefour prospectif dont l'ambition principale est de marier l'art et la science dans un labyrinthe onirique. Le 12e salon de la bande dessinée qui a commencé ce matin à Angoulême consacre une partie de ses stands au lauréat du prix 84, Jean-Claude Mézières, le père de Valérian. Il est cette année président du jury. Le voici dans ses œuvres, racontant son itinéraire qui reflète bien l'évolution de la bande dessinée pendant ces 10 dernières années. Bernard Young.
Jean-Claude Mézières a publié dès l'âge de 15 ans dans Cœur vaillant ou Fripounet. Mais c'est la rencontre avec Goscinny et le journal Pilote qui a mis en orbite cet explorateur des espaces sidéraux. J.C. Mézy n'est plus qu'un lointain souvenir. En moyenne, dit Jean-Claude Mézières, 3 jours sont nécessaires pour réaliser une seule page. C'est en fait un véritable travail d'artisan. Il est d'ailleurs surprenant d'observer comment des documents réalistes servent d'aliment à une imagination sans limite. Nous, ce qui nous amuse, c'est la fiction, c'est le pouvoir de raconter des histoires sans frontières et sans bornes de la logique ou des possibilités humaines. C'est évident que si on parle de voyage dans les étoiles, il faut que les terriens, encore actuellement, ils passent, on les mette en hibernation pour qu'ils puissent arriver dans quelques étoiles qui soient. Nous, on appuie sur le bouton, hop, trame temporelle, et on arrive sur l'étoile. C'est quand même plus pratique. Le samedi soir après dîner, branchez-vous sur Walt Disney. Cela pourrait être le slogan de FR3 pour ces nouvelles soirées du samedi. Elles commenceront à 20h et cela dès demain. Vous y verrez ceci. Roy Disney est arrivé, non pas Zorro, mais l'héritier de l'empire du dessin animé avec dans ses bagages la Disney Channel, la chaîne favorite des enfants américains, née en 83 à Los Angeles. Cette jeune vieille dame a pris son temps pour se mettre sur orbite, elle n'était pas suffisamment sûre d'elle, paraît-il. Prochain projet de conquête européenne, l'installation d'un Disneyland, peut-être en France. I know there are a lot of rumors going around. We have people now studying many locations all through Europe. How do you select a country or a place? We have to look for a lot of things. We have to look for a good climate. We have to look for a large population nearby. We have to look for good transportation systems. How many people could work on such a project? I think the best way to say that would be that at Disneyland in California, that we employ maybe 10,000 people. En attendant, la Disney Channel, c'est 19 heures de programme quotidien dont nous aurons les meilleurs moments sur FR3, archives et nouveaux programmes. Pour la première fois en Europe, le samedi soir, rediffusé le dimanche matin. Pour les parents, il faudra désormais choisir entre la grasse matinée dominicale et le Big Mac culturel. La chronique financière a aujourd'hui dans ses tableaux un dollar en léger repli, mais Henri Laurey pense que cela ne va pas durer. Le front commun des grandes banques centrales a peut-être fait réfléchir les opérateurs. Le dollar est en effet orienté à la baisse en Europe, tout comme la livre sterling et l'or d'ailleurs. Le dollar a coté 9 francs 66 à Paris. Mais attention au retour de flamme pour lundi, il est en hausse ce soir à New York. Après une semaine de fête, la bourse de Paris n'a nullement souffert du léger repli de Wall Street hier. Les investisseurs ont pris des bénéfices et la tendance a légèrement fléchi en clôture, moins 0,28% pour les valeurs françaises. Tout va bien pour Wall Street, la bourse de New York, malgré une légère tension sur les taux, une tension assez curieuse d'ailleurs. Ce soir à New York, reste ferme aux alentours du niveau des 1270 pour le Dow Jones. Tiercé demain à Vincennes dans le prix de mon repas. Sur les 18 partants, M. Courtine a choisi les numéros 15, 18, 10, 13, 11, 16 et 5. Le joker, c'est le 18. Le temps demain, nuageux et plus ou moins pluvieux, selon les régions. De la pluie le matin sur la moitié sud, pluie qui se décalera vers l'est au cours de la journée. Des éclaircies dans le sud-ouest dès le matin cependant. Sur la moitié nord, des nuages et des averses. Demain soir, nous avons rendez-vous à 22h. N'oubliez pas non plus, demain matin, dès 9h30, le festival de la bande dessinée, jusqu'à 12h30 sur FR3. Et puis demain soir, dans Soir 3, à l'occasion du salon de la bande dessinée, nous recevrons le dessinateur Cabu, qui accompagnera le journal de ses dessins.
Dans l'immédiat, comme chaque soir, vous êtes attendu par Charles Bukowski. Avant de nous quitter, je vais vous rappeler les titres de ce journal, mais aussi cette information que nous vous donnions au début du journal. La mort du directeur des Affaires internationales au ministère de la Défense, René Audran. Le cabinet du ministre de la Défense, contacté par Michel Naudy au cours de ce journal, a confirmé la mort de M. Audran, mais n'a pas donné davantage de détails. M. Audran a été tué de plusieurs balles devant son domicile à la Selle Saint-Cloud, près de Paris. Les autres titres de ce journal maintenant. À demain, bonsoir. L'état d'urgence rétabli en Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel a déclaré le texte du gouvernement conforme. À Poitiers, le professeur Mériel, inculpé d'homicide involontaire dans l'affaire de la malade morte sur la table d'opération. Le pape Jean-Paul II, demain en Amérique latine, au cœur de l'église de gauche. 12e salon de la bande dessinée à Angoulême, présidé par Jean-Claude Mézières, le père de Valérian.